Un protagoniste à succès, populaire auprès des femmes et millionnaire, devient épique après avoir été méprisé. Alors rien de mieux que quelqu'un comme Gaku, littéralement le gamin rat, suprême amateur d'ordinateur. Mais aussi un gars calme et gentil, qui a réussi avec beaucoup d'efforts à acheter son premier PC. Pour que le même jour, des voyous veuillent le frapper et le voler. C'est là qu'intervient Haru, le second protagoniste, et l'opposé de Gaku, un homme confiant, séducteur et surtout calculateur. Éviter d'être vu par les caméras. Il en tient compte, ce qui pourrait lui coûter son inscription à l'académie. C'est pourquoi Gaku montre aussi ce qu'il sait faire avec une incroyable habileté à pirater le réseau faible de la zone, effaçant la scène. Un bon moment qui les amène ensuite à chercher du travail. Pouvoir. Attraction, succès. Passion, argent. Richesse. Tu veux savoir quel est ton secret? Il suffit de revenir à l'argent one win. C'est là que Haru se démarque par son talent à convaincre et mentir à tous, recevant des propositions professionnelles et sexuelles. Gaku reste tourmenté par son anxiété. C'est ainsi que nous rencontrons cette femme envoûtante appelée Kirika, l'héritière de l'une des entreprises les plus importantes du Japon. Et une fille qui paraît simple, mais qui cache un esprit brillant. Elle s'occupe de recevoir les entretiens de la journée avec tout un tas de gens assez fades qui n'offrent pas grand-chose. Avant que Gaku n'arrive, la conversation, troublée par sa nervosité, est ponctuée de petits indices sur ce qu'il sait. Cependant, et à part Kiri, personne d'autre ne le remarque. Et d'autant plus que toute l'attention se porte sur l'arrivée de Haru, un type charismatique qui semble avoir les réponses à tout. Cependant, il parle tellement que pour elle, il est évident que c'est un manipulateur, quelque chose d'important dans les affaires. Quand elle lui demande dans une autre langue s'il accepterait d'être son animal de compagnie pour le travail, il répond dans la même langue qu'il le fera uniquement s'il a la position de pouvoir. Un vrai chef. Pendant ce temps, Gaku, recalé, retourne à ses petits boulots, justement pour nettoyer les vitres de l'entreprise qu'il a rejetée. Et devant les nouveaux, une nouvelle humiliation débloquée. Jusqu'à ce que Haru apparaisse avec sa présence brutale pour soutenir son ami. Bien qu'il ait eu le poste, il a besoin de la compétence du protagoniste pour devenir milliardaire, pas juste millionnaire. C'est la combinaison d'un génie de l'informatique avec un gars qui peut tromper les riches, jusqu'à pouvoir s'entourer de voitures, maisons, bijoux. Il parle avec les présentatrices les plus jolies, et à la fin, au dernier étage, avec son propre objectif, garder Kiri rien que pour lui. Une détermination que la fille peut voir à travers la fenêtre, un projet que tous les deux décident d'appeler Trillion Game. Gaku y a tellement cru qu'il n'a pas eu cette modeste maison au bord de la mer avec sa femme. Mais un pantouse dans l'immeuble le plus luxueux de la ville, il s'est passé des choses. À ce stade, alors qu'il figure parmi les jeunes milliardaires mondiaux, observez la chaise où tout a commencé. Cela le rend nostalgique car Haru avait alors dépensé leur peu d'argent dans cette chaise. Avec l'état d'esprit de chercher de l'argent, non pas dans les banques, mais auprès d'investisseurs privés. Qui seraient les seuls à pouvoir croire en une entreprise qui n'existait même pas et qui n'était soutenue que par la tchatche de Haru. Même si beaucoup étaient intéressés, s'il recevait une offre d'1 million de yens, il en demandait 50. Ainsi, ils furent rejetés pendant des semaines. Mais comme le protagoniste ne demandait pas moins, il a obtenu le numéro de Kiri. En lui rappelant que la dernière fois, il lui a dit ou lui a fait comprendre qu'elle allait être à lui. Au moins, cela est intriguant pour elle. Et ils finissent par se retrouver dans une réunion au gymnase, où Haru, assez audacieux, lui dit que si un jour elle les voulait comme employés, maintenant elle a l'occasion d'investir en eux. Cependant, pour Kiri, ces propositions lui arrivent presque tous les jours. Elle a besoin de voir quelque chose de plus. Alors intentionnellement, elle les méprise, cherchant à provoquer une réaction faible. En s'entraînant avec eux, elle réalise qu'ils sont normaux, mais doués pour mentir. Même Hal avec elle, restant parmi les plus forts, en soulevant 200 kilos, mais seul Kiri se rend compte que le gars a le cran de la tromper en face, quelque chose qui la bouleverse. Selon elle, ces pôles opposés peuvent te former un duo millionnaire. Elle se décide alors. Très intéressée, elle paye 100 millions de yens en liquide, ce qui rendrait fou tout le monde. Mais Haru est conscient qu'elle va vouloir quelque chose, et c'est de garder 55% de l'entreprise. Pratiquement, elle s'approprie les deux en mettant une laisse à Haru, ce qu'il accepte. Il souhaite seulement parler à ses avocats, qui n'existent pas. En fait, ils sortent pour célébrer et finissent par apprendre qu'il y a un tournoi. De la même entreprise que Kiri, Dragon Bank.
Quelque chose que l'audacieux Haru décide d'utiliser à son avantage, en utilisant l'offre de Kiri pour attirer l'attention d'autres investisseurs. Ce tournoi d'informatique pourrait-il être la solution? C'est pour cela qu'ils appellent littéralement leur équipe Princesse Kiri. Ils proposent 100 millions pour 51% de notre entreprise. Qui offre plus? Ils cherchent à attirer d'autres investisseurs pour concurrencer l'offre de Kiri. Quelque chose qui énerve et bouleverse la fille. Elle sait qu'ils peuvent y réussir. Cependant, le tournoi réunit les plus grands informaticiens du monde. Et pour se qualifier, Gaku devra simplement se plier à rang 4. Même s'il fait du bon travail, il reste dans le milieu du classement, ce qui est déjà un exploit seul. C'est pourquoi Haru le surprend avec l'aide des gars avec qui ils ont fêté. Gaku Saïd pourtant qu'il a dû les récompenser d'une façon ou d'une autre, même s'il affirme que c'était de la gentillesse. Il n'a plus la montre de luxe en main, donc le prota doit agir. En activant l'ultra instinct de hacker, il met 100 personnes visant à résoudre les défis en 24 heures, Stozede, qui lui donne les points pour se qualifier. Et pour Gaku, tout le système est plein de failles dont il peut profiter. Codes, QR et jeux douteux placés exprès pour être trouvés. C'est pourquoi, après 13 heures de souffrance, ils arrivent à la 50e place, mais seuls les 12 meilleurs se qualifient en passant. C'est ici qu'une seule des épreuves les plus difficiles peut les sauver, et curieusement, elle a une réponse très simple. Cependant, Haru se rend compte qu'aucune autre équipe n'y a répondu. Et en gros, quelque chose est caché dans la question elle-même, ce que Gaku parvient à découvrir. Rien n'est certain, ils devaient rester optimistes s'ils veulent devenir millionnaires. Heureusement, ils finissent par passer en finale de justesse, recevant instantanément les félicitations de Kiri, qui est un peu agacé qu'ils aient utilisé son nom ainsi. C'est pourquoi il utilisera son équipe pleine de prodiges, pour qu'ils puissent écraser les protagonistes et qu'ainsi, elle puisse les faire travailler à temps partiel avec un salaire très mauvais. C'est quelque chose que tous les deux finissent par accepter en échange du fait que, s'ils gagnent, elle devra être l'amante et l'esclave de l'un d'eux pour une nuit, ce que son assistant a du mal à croire. Mais pour l'instant, le duo décide de se procurer un bon costume et d'arriver à la compétition finale. Avec tout cela, les informaticiens les plus forts du monde. La surprise, c'est que Haru apparaît avec un costume de moine vraiment ridicule, bien sûr pour prier. Il risque fortement de perdre, mais nous avançons vers l'avenir. Quand il demande aux journalistes à Gaku quel a été le moment clé de son succès, et justement, il se souvient de ce championnat, où un type mystérieux appelé Kazuki les observait déjà, les traitant de fous. Et en fait, l'épreuve finale consiste en un serveur pour chaque équipe, avec lequel ils doivent attaquer les autres serveurs. Alors qu'ils se protègent, ils sont moqués, car ils n'y arriveront pas à deux. Et c'est là que Haru lui demande de connecter Internet 1 minute après le début de la compétition. Il ne comprend pas, car dès que l'épreuve débute, Haru crie comme un moine et prie pour gagner dans toute la salle. Cela ne distrait personne. Cependant, aucune des équipes ne peut se connecter à leur serveur, à l'exception du protagoniste. Après 1 minute, il prend l'avantage en attaquant tout le monde de la même façon. La poudre d'aluminium de la baguette de Haru perturbe le réseau Internet. Un jeu sale que des gens comme Kazuki comprennent. Mais ce n'est pas suffisant, car les équipements se rétablissent lors d'une guerre de cyberattaque. Pendant que le prota maintient les points, jusqu'à ce que toutes les équipes lui lancent une attaque massive, faisant baisser les points sans arrêt. Puisque Dragon Bank diffuse les données des protas avec les autres, ainsi ils deviennent le sac de boxe, et en atteignant 0, Dragon Bank a l'impression d'avoir triomphé. Mais la princesse est tellement déçue qu'elle se lève et quitte les lieux, car toute sa foi a été détruite. Cependant, c'est le moment pour Haru de mettre le plan à exécution. En disant seulement 2 petites choses à Gaku, pendant qu'il part avec Kiri pour lui demander avec lequel des deux elle va coucher. Car les cris dans la salle se font sentir, tout d'un coup, le serveur de Gaku s'élève dans les airs. Il attaque brutalement les autres adversaires et s'empare des points qu'ils accumulaient tant. Cela sans pause et peu avant la fin. La seule explication, c'est que Gaku est leur mot de passe, grâce à Haru. Le modem du protagoniste seul a toujours fonctionné, était utilisé par tous pour accéder à ces informations. Une technique illégale mais élégante où Gaku attaque sans se défendre, un miracle que Kazuki peine à croire. Et une victoire qui, littéralement, a redonné le sourire et une excitation incroyable à Kiri. Pendant ce temps, tous les investisseurs ont les yeux rivés sur les champions, ou du moins, c'est ce que nous voulions. Puisque le secrétaire de Kiri est surpris de la voir si excitée. Il révèle le piège du duo avec la poudre d'aluminium, ce qui pousse les juges à annuler leur victoire. Pourtant, tout le monde sait déjà de quoi ils sont capables. C'est pourquoi Kiri devient folle, prête à leur donner tout l'argent qu'ils veulent pour les garder.
Mais Kazuki apparaît en premier, emmenant les petits démons dans l'un des clubs les plus luxueux, entourés des alcools les plus fins. Et les femmes qui, même si elles sont un peu faciles, ont le statut des plus beaux mannequins que le puceau de Gaku ait vu. Cependant, Haru affirme être vierge pour soutenir son ami vierge. Mais c'est du petit pêche. Après tant de femmes, et comme c'est un type tellement capricieux, il n'est intéressé que par une femme aussi capricieuse que lui. Même si une relation comme celle-là peut très mal finir. Cependant, c'est l'heure des affaires. Et Kazuki est prêt à lâcher 30 millions de yens en échange de 20% de l'entreprise. Quelque chose d'assez équilibré avec l'offre Kiri. Un accord qu'il conclut finalement avec 10% s'ils parviennent à séduire l'une des filles du lieu. Haru n'avait même pas fini de boire qu'il avait déjà une autre dans sa chambre, Very Important Person. Cependant, pour une raison quelconque, il ne profite pas vraiment du moment en pensant à Kiri. Pendant ce temps, elle fait la même chose désespérée parce qu'elle accède pour son argent. Malgré tout, Haru l'ignore. Et le lendemain, ils ont 30 millions en liquide avec lesquels ils font ce qu'il faut faire en premier avec cet argent. Petite précision, ils partent avec l'argent. À ce moment, ils possèdent déjà 85% et personne ne leur dit rien. Mais le plan, c'est de faire des milliards avec ça. Donc maintenant, ils cherchent des employés fidèles, juste à la saison où tout le monde perd son travail. Toutefois, il s'agit d'une entreprise fictive sans objectif défini. Ce n'est pas très attirant pour personne, et encore moins avec le marketing de Haru. Justement, ce sont des gens audacieux dont ils ont besoin. Le lendemain, quelques personnes se présentent à l'entretien. De la société nouvellement fondée et connue sous le nom de Trillion Games, société anonyme, dont ils n'ont même pas encore de locaux. Ils utilisent le bureau de Kazuki sans gêne, et pour les questions, ils les prennent dans un livre assez connu, où la plupart répondent de façon trop basique et seuls se distinguent. Ce type-là répond correctement, et avec beaucoup d'assurance. Il est assez évident qu'il a lu le livre avant. Pendant ce temps, Rinrin a été honnête en disant que ce n'était pas juste pour les autres, car elle connaît l'histoire, donc son entretien se termine mal. Quelque chose qui est devenu trop courant pour elle. Pour Gaku, grâce à la liberté offerte par Haru, c'est la meilleure option des deux. Surtout si le travailleur choisit le type d'entreprise qu'il aura. Ainsi, nous avons une fille très enthousiaste pour son nouveau travail, qui se retrouve en gros avec deux types qui n'ont rien, même pas un projet. Pourtant, elle tente de faire de son mieux une manière pour Haru de la tester. Le lendemain, il la harcèle à l'université pour utiliser une salle comme lieu de réunion. Où Rinrin sait clairement que l'objectif de Trillion doit être la compétence de Gaku. Et comme il est doué pour infiltrer des serveurs, il peut servir de publicité pour créer un réseau totalement sécurisé. Cependant, ce marché est déjà saturé par l'intelligence artificielle. Alors, Haru propose une idée aussi milliardaire que ridicule. Ils veulent créer une fausse intelligence artificielle contrôlée par des humains. Gaku commence alors à programmer une page de vente en ligne avec la sécurité la plus avancée, comme il sait le faire. Où une intelligence artificielle te conseille sur les produits que tu recherches. C'est Rinrin, charismatique avec son avatar d'homme d'affaires, qui partage l'objectif. Des hommes solitaires chez eux qui aiment acheter, mais malgré tout, il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent acheter par eux-mêmes. Donc ce qu'ils parviennent à vendre, ce sont des produits visuellement attrayants. Alors Haru élimine tout le reste et ne laisse que des produits bon marché et brillants. En gros, Temu. C'est ainsi qu'ils attirent plus de clients. Certains tombent même amoureux de Rinrin, l'intelligence artificielle, et lui offrent des fleurs. Mais en fait, c'est une nouvelle idée, et bien souvent, ce sont les Sims eux-mêmes qui achètent de façon anonyme, pour interagir avec leur amour platonique. Et grâce au site, ils peuvent surmonter cette peur. Alors Haru, plutôt polyvalent, s'infiltre sur le territoire des super otaku des idoles. Et naturellement, s'il gagne la confiance de certains influenceurs. En lui montrant une page de fleurs créée avec l'aide de l'intelligence artificielle pour soutenir les personnes qui idolâtrent. Le type est satisfait et commence à répandre la nouvelle, et Rinrin se remplit de petits gros amoureux. Améliorant les ventes, dont il garde 30%. Cependant, une seule fille pour une armée de gens, c'est insoutenable. Alors arrive l'escroquerie, et c'est le moment parfait pour vendre la page. Alors Haru la propose à la deuxième plus grande fleuriste de la ville. Et lors d'une réunion, il montre tous ses succès. Cependant, la propriétaire, un peu sceptique, teste le site en sachant que l'intelligence est trop parfaite. Il doit forcément y avoir un humain derrière. Exactement, cette idée est très rentable. Cependant, elle doit déjà écraser la concurrence dans les fleurs. Et s'ils atteignent plus de 15 millions de ventes en un mois, l'affaire conclue, le duo contrôle à présent le marché des otaku. Maintenant, ils doivent rallier le public féminin à leur cause, car elles adorent acheter. Alors ils s'infiltrent dans les maisons de Os
qui sont essentiellement des gigolos, des types qui vendent leur temps contre de l'argent. Quand Gaku devient millionnaire, personne ne croit qu'il a été pauvre, surtout car il avait l'air d'un caïd en humiliant cet homme. La réalité est différente. Ils sont arrivés au club avec une idée et ont d'abord séduit des femmes. Même si en vérité, Gaku, avec son anxiété, se limitait à nettoyer les tables. Mais les filles qui fréquentaient en cet endroit étaient belles, riches, parfois célèbres. Et même s'ils ont eu des problèmes, comme le fait que Gaku était assez facile à humilier par ce blond. Ces femmes représentaient un marché dont ils avaient besoin, et c'est pourquoi Haru commence à se démarquer. Grâce à son empathie, il pousse les femmes à dépenser, devient populaire et rend le blond jaloux, qui perd son statut de meilleur employé. Mais c'était justement la stratégie. Maintenant, les femmes voulaient offrir des fleurs à leur hôte préféré. Et il n'y avait pas de meilleure recommandation que la page que Gaku était en train d'adapter. Pour que les filles se sentent à l'aise, avec une interface féminine et des recommandations attrayantes. Ainsi, entre amies, elles s'informent au cas où elles voudraient fêter des anniversaires, relations ou fêtes. La page devient la sensation pour les décorations. Cependant, le blond, jaloux que Gaku lui fasse autant de publicité dans l'entreprise, ne sait que le frapper. Et c'est ici que le protagoniste s'en fiche déjà, mais ce qui l'inquiète, c'est qu'il s'en prenne à Haru. Parce que quand il le fait, il lui défigure le visage au point que le blond finit soumis au protagoniste. C'est de là que sort la grande photo. Tout se passe bien. Pendant ce temps, les directeurs de la boutique de fleurs sont tellement sûrs qu'ils vont échouer qu'ils parient à leurs cheveux. Pendant ce temps, Gaku commence à comprendre certaines choses, car alors qu'il marche avec son insécurité, il est méprisé par les autres. Comme ils l'ont toujours fait. Mais quand il enfile son costume hors de prix pour aller travailler, il dégage une aura qu'il n'avait jamais ressentie. Est-ce que l'argent te donne vraiment du statut? Pendant que la page se remplit de femmes consuméristes, à qui il faut offrir les soldes envoûtantes. Grâce à l'informatique et à la 3D, les femmes visualisent le résultat de leurs retouches où elles le souhaitent. En étant infidèles à leurs anciennes fleuristes, ils finissent peut-être par acheter l'article le plus cher du magasin. Les protagonistes, afin que tout soit parfait et qu'ils puissent ensuite les publier sur leurs réseaux sociaux, ce qui se transforme en une avalanche de commandes. Avec cela, il est facile pour les deux enfants, Erin, d'atteindre les 22 millions de yens de vente, à part une paire de postiches de vieux. En réalité, la propriétaire est surprise de ce qui se passe dans cette folie millionnaire. Cependant, c'est ici que se termine le 9e épisode de cette série en cours de diffusion, qui est tout simplement délectable. Une histoire différente, mais avec des accents très épiques et des protagonistes charismatiques. Et je ne peux que dire que ça vaut vraiment le coup si je vois que ça vous plaît. Et si nous atteignons 4000 likes, vous aurez instantanément le prochain chapitre. Alors j'espère continuer à vous apporter ce plaisir d'anime. Pour le reste, et tant que nous avons plus de chapitres de ce donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires qui en vérité est très bonne et assez méconnue. Un protagoniste vit souvent l'histoire la plus épique quand il débute au plus bas de la société. Comme un humble esclave qui est obligé de se battre dans des combats sanglants. À ses propres compagnons qui sont tellement dressés qu'ils se battent même pour la maigre nourriture qu'ils reçoivent. Étant donné que Rocco est un type assez fort, c'est le seul qui parvient à maintenir l'ordre, quelque chose que notre protagoniste Zestus admire car il le considère comme un ami. Du moins jusqu'à ce qu'il soit obligé de se battre lors de la sélection des plus forts, Rocco étant le favori, non seulement pour son physique, mais aussi pour son attitude. Pendant ce temps, le protagoniste, mince et faible, subit des critiques. Pourtant, son maître Zafar semble lui faire confiance. Et pourquoi? C'est simple, à cause d'une vitesse de réaction qu'il démontre rapidement dans l'arène. Et même si son esprit l'empêche de blesser un ami, il est obligé de le faire, montrant que pour avoir 15 ans, c'est un diamant brut. Cependant, dans la glorieuse Rome, il n'y a pas de perdant, et le gentil Rocco finit par être tué dans ses bras. C'est ainsi qu'il est marqué, comme l'un des esclaves choisis par le grand Valente. Et avec quelques autres compagnons, on leur promet la liberté après avoir remporté 100 batailles ré. Alors le maître s'occupe de l'entraîner en donnant de bons et efficaces coups. Un esprit froid. Mais surtout, comme il est petit et ne peut pas mettre KO d'un seul coup, il doit l'être le plus rapide. Et même si le vieux semble assez marqué par la vie, ses enseignements sont très sages. Même si certains se moquent, le fait est que Zestus et les autres sont emmenés au grand Colisée romain où se célèbre le couronnement du César. Le plus jeune jusqu'à présent, le grand Néron, avec une multitude de combats de toutes sortes. Même Zestus rencontre un blond qui semble assez aimable, lequel lui indique le chemin et lui souhaite bonne chance pour les combats.
car beaucoup de ses rivaux seront même des adultes impitoyables qui finissent par massacrer les nouveaux esclaves. Même si le protagoniste monte avec peur face à un rival littéralement une bête, Néron admettra depuis ses gradins que ce sera un massacre. Mais le rival est si lent et grand que Zestus utilise sa rapidité pour le frapper à la tête. Ce coup l'endort, offrant à Zestus un moment de gloire. Du moins jusqu'à ce que l'on voit qu'il a failli perdre la vie en défendant son rival, qui, comme nous l'avons vu auparavant, devait mourir. Comme l'enfant a attiré l'attention de Néron, il le sauve finalement. Il l'invite dans sa loge Very Important Person, admirant sa force. Et de son maître, que la mère se souvient comme d'une vieille légende, qui a même combattu contre le garde royal Dimétrio, qui a lui aussi son fils comme élève. C'est le même blond d'avant, Ruska, une bête au combat, brutale comme son père. Et il sera un exemple du niveau auquel le prota devra faire face. Ainsi, les deux sont emmenés au palais pour accompagner Néron. L'enfant se distrait tellement que sa mère, furieuse, fait combattre les deux guerriers à mort. Cependant, Ruska sait qu'il est bien plus fort que le prota. Pour éviter de le tuer, il l'assomme avec une clé de bras. Néron, mécontent de sa mère, lui désobéit, ce qui apaise la situation. Actuellement, même le César reste un moment avec l'esclave Sestos. Pendant ce temps, Ruska est réprimandé par son père, qui ne voulait pas qu'il soit gentil, il voulait au minimum qu'il casse les jambes de son rival. Cependant, le prota ne va pas mieux, car il subit de nombreux abus avec Néron pendant un moment. Vendu à divers propriétaires, il a subi de terribles humiliations. Il rencontre un homme corpulent qui l'emmène avec sa mère à Pompéi, où il est vendu à un candidat aux élections. De cet endroit qui organise son propre tournoi de combat, avec comme organisateur ce type appelé Nazca. Il leur montre leur zone d'entraînement avec quelques camarades compliqués, dont Endem, toujours en conflit avec les autres. Mais rien qu'en voyant sa façon de s'entraîner et sa force brute, on sait qu'il est très fort. En plus en pas, c'est un style de combat. Cela va causer des problèmes à Cestus, donc pour l'instant, il faut s'entraîner. Cependant, le lèche-bot de Chismoso. Dans la nuit, il finit par rencontrer Sabina, qu'il pensait être un voleur, mais c'est la femme la plus belle de toute la ville. Nous découvrons l'amour impossible d'Andem, qui malgré sa force reste un simple sympathique, un fan authentique. Même si la fille le rejette 1000 fois et qu'il subit les moqueries, cela ne lui importe pas. La fille n'est pas totalement mauvaise et aide quand il le faut. Comme cette citoyenne dont la taverne a été prise par des harceleurs. Sabina emmène l'équipe du héros les affronter. Cestus se démarque car il paraît le plus petit et faible, bien que ses poings ne suffisent pas contre ce géant. Il finit par attirer l'attention de la femme, mais avec Andem, elle ne montre pas cela. En fait, on découvre que le type est fan d'elle depuis des années et que la seule chose qu'elle a pu lui promettre. S'il atteignait le record impossible de 50 victoires consécutives, elle lui accorderait la liberté et ferait de lui sa main droite. Il ne lui reste que 2 victoires. C'est une affaire entre eux. Le protagoniste peu intéressé poursuit son entraînement. Pour que ses coups soient plus mortels, même Zafar lui apprend un coup pouvant assommer ou tuer, ce que le protagoniste hésite à employer. Cependant, Sabina elle-même le fait appeler dans sa chambre, lui proposant de l'accompagner lors de son prochain voyage à Rome. Pas comme esclave, mais comme son garde du corps. Désormais, c'est le rêve de tout esclave. Mais le protagoniste, ayant déjà vécu avec un chef comme Néron qui cherchait un ami, est devenu abuseur et a dû fuir. Il décide qu'il obtiendra sa liberté par ses propres poings, alors il la frappe. Il refuse donc l'offre, quelque chose que cette femme n'avait jamais expérimenté. Elle développe une obsession négative pour le protagoniste et ordonne à Andem, sa marionnette, de l'affronter. Et il lui enseigne le désespoir d'être un esclave, car la bête ressent de la jalousie en voyant que Sabina, la femme qu'il respecte le plus, s'intéresse à un nouveau venu. Donc ce sera un combat intéressant, et avec un protagoniste qui petit à petit commence à gagner. Des nerfs d'acier lui permettent de se consacrer, s'entraîner et progresser. Ce coup fatal qu'on lui a enseigné. Jusqu'au jour où la ville les contemple dans toute leur beauté. Le fait est qu'Andem est le favori du public grâce à toute la carrière qu'il a derrière lui. Et en lui présentant un simple enfant comme rival, tout le monde l'accuse que ce sera trop facile, mais rien de tout cela n'a d'importance. Lorsque le protagoniste se fait sérieux, il attaque à une vitesse qu'Andem contrôle, attendant le moment idéal pour répliquer. Mais l'enfant accélère toujours. Au moment où le plus fort de Pompéi reçoit un coup direct au visage, le mettant à terre. Cependant, même si cela rend le public fou, les dégâts pour Andem sont minimes et le protagoniste vient d'épuiser sa résistance. Il est donc temps qu'il reçoive aussi sa punition. Même avec des coups dans des zones spécifiques qui seraient aujourd'hui illégaux.
en lui faisant perdre l'équilibre, mais surtout en l'obligeant à attaquer, ce dont Andem profite. Après un coup violent dans la nuit qui le rend inconscient, il se relève par détermination mais perd une partie de sa mémoire. À court terme, il ne perçoit le danger que par son corps vibrant de douleur, puis l'échange de coups débute, il donne et reçoit. Sans s'arrêter pendant un bon moment où tout le monde reconnaît à quel point le garçon de 15 ans est fort. Et une partie des gradins se range de son côté. Y compris Nazca, qui, comme le protagoniste, a eu l'opportunité à son époque en tant qu'esclave. Mais il a choisi la facilité et s'est habitué à la belle vie. Et maintenant, Cestus est la preuve de la détermination qu'il n'a jamais eue, c'est pour ça qu'il se connecte si bien avec le public. Le protagoniste commence inconsciemment à se connecter. Des coups aux côtes affaiblissent Andem qui tente de masquer la douleur, mais il perd en résistance. Et pour Cestus, il est plus facile de lire ses attaques, ce qui équilibre les choses. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car Andem blesse le protagoniste au front, nuisant à la vision d'un œil. Laissant le temps à la bête de récupérer, avec un protagoniste aussi épuisé, la seule chose qui lui reste, c'est le souvenir de cette attaque qu'il a entraînée. Il risque donc tout dans la dernière rafale de coups, dans laquelle il ressort assez blessé. Mais grâce à cela, il obtient l'ouverture qu'il cherchait. Cette fois-ci, oui, un véritable coup mortel à la nuque, avec une précision qui endort directement Andem. Et même avec la motivation d'une Sabina désespérée, la victoire revient à Cestus, tandis que l'albinos ne reçoit que la haine de ceux qui avaient parié sur lui. Cela dit, depuis les gradins, pourquoi ne pas descendre se battre? La voix du protagoniste ne suffisant pas, Sabina fait un premier acte de bonté envers son fan. Elle calme les gens pendant qu'elle fait ses adieux à Andem pour toujours, ce qui, pour lui, est la pire des punitions. Alors que le protagoniste se remet de sa grande bataille, l'attaque à la nuque d'Andem ressemble beaucoup à la sienne. Et Zafar finit par découvrir que la même personne qui lui a tout appris a aussi entraîné Andem, qui est tôt connu sous le nom de Démocrite. Un vieux maléfique qui prend plaisir à expérimenter avec différents combattants et techniques. Une information utile pour Zafar, qui l'a cherché. Malgré tout, Andem a maintenant un fardeau en moins sur les épaules et il reconnaît finalement la force du prota. Tout comme le peuple de Pompéi, qui s'est facilement gagné par son attitude et par sa résistance. Même si en vérité tous les habitants de Pompéi vont mourir dans quelques années. Quoi qu'il en soit, le prota doit continuer. Et maintenant, pendant qu'il est exploité avec différents travaux pendant un an, il améliore à la fois sa condition physique et ses techniques. Et un jour, deux types apparaissent, apparemment normaux, mais qui cherchent des guerriers pour combattre lors des événements du Grand Néron. C'est quelque chose auquel le propriétaire du protagoniste l'oblige à participer, dans une sorte d'éliminatoire. Dans ces mini-colisées, où l'espace rend les combats difficiles, cependant Théodestus n'a pas beaucoup de problèmes contre les premiers adversaires. Il les bat pratiquement à coups de gifle, mais devient de plus en plus brutal, frappant même des combattants au sol. Un tempérament qui lui pose problème, même avec son maître. Malgré son habileté, il ne parvient pas à maîtriser sa technique. Et il n'y arrivera pas s'il ne se concentre pas sur la connexion entre ses coups et son esprit. Pendant que nous regardons Félix, un autre esclave très habile qui semble avoir trouvé sa propre façon de prendre plaisir au combat. Contrairement au prota, qui se tend de plus en plus, du moins jusqu'à son combat sous la pluie, ou en mettant en pratique ce que lui a dit Zafar. Il laisse son esprit se connecter au combat, aiguisant ses sens et faisant en sorte que les combos et les attaques normales aient la force. Mettre KO n'importe quel adversaire lui rend tranquillité et bonne entente avec ses amis. C'est là qu'il rencontre Félix, un homme très sûr de lui et de sa chance. Il reconnaît que l'attitude et l'aura, surtout du protagoniste, sont celles d'un guerrier. Il pense qu'ils se retrouveront en finale. C'est exactement ce qui se passe. Les deux connaissent la technique de l'autre. Mais on voit Cestus beaucoup plus tendu que Félix, qui prend plaisir au combat en entamant ce duel. Pour savoir qui passera les éliminatoires et ira en Sicile pour l'événement principal. Cestus frappe donc sans relâche. Cependant, tout ce que fait Félix, c'est se défendre au bon moment. Il adopte une posture aux épaules plus ouvertes, ce qui semble même un peu idiot. Mais Zafar reconnaît que dans un espace aussi restreint. Cela fait que beaucoup des coups que Cestus pouvait bloquer auparavant touchent maintenant sans problème, ce qui devient une punition pour le protagoniste, qui finit par tomber, plusieurs fois à cause de coups aussi larges. À la fin, il se blesse à la cheville. Encore une fois, Félix se vante de sa chance, et le combat en main, il choisit d'attaquer davantage. Cestus, malgré les coups reçus, remarquait que chaque attaque ouverte de son adversaire laissait sa poitrine exposée. Il en profite pour l'envoyer valser pour la première fois du combat. Bien que cela ait remonté le moral du public et des parieurs, la technique n'a pas été très efficace. La cheville du protagoniste le déséquilibre et lui fait perdre de la force,
alors le combat continue. Et maintenant que les deux sont à leur meilleur niveau, la bataille s'équilibre beaucoup, au point que cela devient un duel d'endurance. Voyons qui tiendra jusqu'au dernier coup, même si Zestius reste en désavantage, parce que Félix contrôle mieux l'espace et l'acculant facilement, donc plusieurs fois, il est sur le point de gagner. Assommé d'un seul coup, il n'avait qu'un mince espace pour porter quelques coups en vain. Mais à force d'être aussi constant, cela commence à affaiblir Félix. Et avec la résistance brutale que possède le garçon de 15 ans, le combat finit par durer beaucoup plus longtemps. À présent, la cheville de Zestius le fait presque tomber, sans espoir de se relever. Il décide alors de tout risquer dans une ultime attaque, ayant identifié les failles de la défense adverse. Et il décide d'utiliser la dernière chose que son maître lui a apprise, c'est-à-dire maîtriser la respiration de Félix. Alors il profite d'un instant pour lui couper le souffle et lui donner un coup au menton, si fort que ça l'étourdit, perdant le contrôle du combat. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Alors le protagoniste utilise la technique en se plaçant dans le dos de l'ennemi avec un poing à la hauteur des reins. Même dans Mortal Kombat, rien n'est aussi mortel ni illégal en boxe actuelle. Et même si Félix veut se relever, il est maintenant littéralement cloué au sol par la douleur, donnant la victoire à son protagoniste, qui était lui aussi à bout et n'a pas manqué de peu de perdre ce combat de Titan. Même si les deux ont fini par uriner du sang toute la nuit. Et le lendemain, ils échangent le respect en tant que guerriers. Pendant que Félix part chercher du travail ailleurs, le protagoniste prend le bateau pour Sicile, où se tiendra le grand événement, et pour lequel Zafar commence à les guider. Avec la dernière technique de son répertoire, et la plus mortelle, avec laquelle il a même arraché l'œil de Démétrio. Même ainsi, en arrivant sur place, ce sont les moins soutenus puisqu'ils sont esclaves, tandis que les autres, littéralement, sont des dieux de toutes les cultures du monde et avec des compétences totalement différentes. En fait, le protagoniste finit par rencontrer la gentille Roxane et même Ruska. Ce dernier le prévient que ce seront de vrais combats pour lesquels il n'a pas la force mentale nécessaire. Cependant, ils n'ont aucune idée de tous les progrès que le protagoniste a fait et de tout ce qu'il a appris. Des techniques que même lui n'oserait pas utiliser. Alors, même si sa marque d'esclave reste une source d'humiliation pour tous, il prouvera avec ses points ce que personne d'autre ne pourrait accomplir. Et cela, d'anciens compagnons comme Andem le savent très bien puisqu'on finit par le retrouver sur place, parce qu'il veut aussi se battre. Lors du plus grand événement organisé par Néron, qui réunit les figures les plus imposantes des combats de l'époque. C'est ainsi que se termine la première saison d'un anime assez divertissant, avec ses moments épiques, plein de tension et même de bonne motivation, que je recommande à ceux qui voudraient la regarder pour la première fois. Actuellement, il n'y a pas de suite, mais espérons qu'elle viendra. J'espère que ce résumé vous a plu. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.